Bonjour à tous. Pour ceux qui suivaient déjà ma chaîne, vous pouvez être surpris un peu de me voir revenir comme ça, et en plus sur ce sujet. Je pense que j'essaierai d'expliquer un petit peu tout ça en fin de vidéo, comme ça pour ceux qui s'en foutent, on peut directement passer sur le sujet. C'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas le contexte, Freeze Corleone, c'est un rappeur français qui a été accusé d'antisémitisme et d'apologie du terrorisme, et dont les concerts ont été interdits plusieurs fois, et notamment récemment sa venue aux Eurockéennes. Et cette nouvelle annulation commence à laisser planer le doute sur le fait que est-ce qu'il va pouvoir ou non se reproduire en France un jour. Et comme ça me fout le seum, il fallait que j'en fasse une vidéo, voilà. Non, en vrai c'est parce que je trouve que derrière l'affaire de Freeze Corleone, il y a beaucoup de sujets très intéressants qui peuvent être soulevés, notamment le complotisme, l'antisémitisme, l'extrême droite, la question de la justice, etc., etc. Donc on va directement commencer, mais avant de s'intéresser au cœur des accusations en fait, qui sont portées contre Freeze Corleone, je voudrais qu'on s'interroge d'abord par qui sont portées ces accusations. Parce que ces accusations, elles sont portées par la LICRA, et je suis vraiment étonnée qu'à chaque fois que des gens parlent de Freeze Corleone et des polémiques qu'il y a autour, personne ne s'arrête vraiment sur ce qu'est la LICRA. La LICRA, c'est une association qui se dit lutter contre l'antisémitisme et le racisme, mais qui en réalité a une orientation politique pas du tout anodine. C'est une association qui soutient systématiquement le régime sioniste israélien, ce qui est quand même bizarre pour une association antiraciste de défendre un régime colonial et génocidaire. C'est une association qui s'attaque aux militants, à tous les militants et journalistes qui défendent la Palestine. Son actuel président, Mario Stasi, a même déposé des signalements au procureur de la République contre Mathilde Panot et Rima Hassan, qui sont donc deux militantes de la France Insoumise qui défendent la Palestine, en les accusant d'apologie du terrorisme pour leur militantisme. Aux dernières élections législatives, ils ont carrément appelé à voter pour la République en marche, sous prétexte de faire front contre à la fois le Rassemblement national et la France insoumise. D'ailleurs, c'est pas vraiment étonnant quand on sait que la LICRA est principalement subventionnée par l'État, par différents ministères et même par l'Europe. Et d'ailleurs, son président Stasi, c'est un ancien membre de Modem, qui est un parti centriste très proche de Macron. Carrément, en 2017, la LICRA a soutenu Jean-Michel Blanquer, qui portait plainte contre le syndicat Solidaire pour avoir parlé de racisme d'État. Et en fait, c'est pas la seule fois, il y a plusieurs fois où la LICRA s'est attaquée à de véritables militants antiracistes. Donc déjà, ça pose question sur est-ce que c'est vraiment une organisation antiraciste quand on n'a pas le droit de dénoncer le racisme. De la même manière, à plusieurs reprises, c'est une association qui, sous prétexte de lutter contre l'extrémisme religieux, contre les amalgames, etc., a plusieurs fois flirté avec l'islamophobie. En fait, je comprends pas comment cette organisation a pu avoir autant de crédit quand elle fait tout ça, quand elle défend littéralement que la droite serait moins raciste que la France insoumise, c'est tout simplement scandaleux. Mais en fait, y a rien d'étonnant là-dedans. C'est pas étonnant non plus que les préfets ils aient continué les accusations de la LICRA contre Freeze Corleone, parce que en fait, la LICRA et le gouvernement marchent main dans la main pour défendre une politique conservatrice bourgeoise, pour défendre à tout prix le régime sioniste israélien. Et en fait, on va voir que tout ça, ça sert pas la lutte contre l'antisémitisme, bien au contraire. Mais maintenant, plongeons-nous un peu dans le contenu réel des accusations. Donc je vais séparer un peu en deux catégories les répliques qui sont incriminées, celles que je trouve vraiment totalement injustifiées et celles où je comprends qu'on puisse considérer que c'est border. J'expliquerai ça pourquoi. Donc, commençons. J'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30. On arrive dans des Allemands comme des SS. Jen Laden, donc on peut comme les Ben Laden. Donc déjà, toutes les références à Hitler, au nazisme, au terrorisme, etc. Donc pour moi, tout ça, c'est ridicule en fait. C'est juste de l'humour noir. On peut ne pas aimer l'humour noir, ça, je comprends complètement, mais il n'y a rien de fondamentalement problématique là-dedans. En fait, c'est juste que si on vous dit qui est le plus grand méchant de l'histoire, la première personne à laquelle vous pensez, c'est Hitler. Et en fait, c'est l'image que veut renvoyer Freeze Corleone, qu'il arrive dans le rap game et il va tout niquer parce que c'est le plus grand méchant de l'histoire. Et en fait, il veut que ses adversaires, quand ils entendent son nom, ressentent la même frayeur que quand on prononce le nom d'Hitler ou de Ben Laden, etc. C'est juste une manière d'apporter une atmosphère sombre à l'ego trip habituel du rap. Maintenant, si on prend ces répliques dans l'univers général de Freeze, je vais me permettre une interprétation personnelle, mais en soi, je pense que c'est pas vraiment si éloigné de ce à quoi joue Freeze avec ça.
Et c'est que en soulevant ces sujets, en parlant du nazisme, du terrorisme, etc., ils montrent à quel point c'est des sujets tabous. Et en fait, ce tabou-là, il n'est pas pour rien. Il sert à maintenir une terreur un peu floue au sein de la population, qui va être réutilisée quand ça arrange le gouvernement. Par exemple, pour déclarer l'état d'urgence quand des mouvements sociaux deviennent un peu trop importants. Ça sert aussi à ce qu'on évite de trop fouiller dans ce que ces événements historiques pourraient révéler. Par exemple, pourquoi Hitler est monté au pouvoir, comment il en est arrivé là, quels intérêts il défendait, comment ont été financés et soutenus les milices islamistes extrémistes, etc. C'est des questions auxquelles je vais répondre au cours de la vidéo, mais maintenant on va passer à la suite. Parce qu'on va voir que c'est une logique similaire qui motive des répliques comme Sur les Indiens d'Amérique, sur l'esclavage, je rêve des... Tous les jours, je rêve de la Shoah. Gadiam, SO Congo. Puisqu'ici il dénonce une mémoire à deux vitesses où la bourgeoisie pleure des larmes de crocodile sur les événements qui sont passés pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que à l'heure actuelle, elle reproduit exactement les mêmes horreurs, des camps de concentration, des génocides, des ingérences impérialistes, des expériences scientifiques sur des populations, etc., etc. Bien sûr, moi je parle de bourgeoisie avec mes termes marxistes, je pense pas que Fries y pense les choses comme ça, mais en fait, peut-être sans le savoir, en fait, quand il s'attaque à ces élites, à cette classe dominante, en fait, c'est la bourgeoisie qui l'attaque. Bon, je vais même pas m'attarder sur les répliques qui sont tout simplement de l'antisionisme. Des fois je me demande qui est Pirante, tu sais qui est Netanyahou. Chaque jour fuck Israël comme si j'habite à Gaza. Le sionisme, c'est un courant politique nationaliste juif qui a entraîné la colonisation d'un pays, l'expulsion de sa population, la maltraitance et l'exploitation des Arabes locaux, et aujourd'hui qui mène un génocide. Donc être antisioniste n'a rien à voir avec être antisémite, c'est juste de la pure décence humaine finalement. Pareil pour Saint-La. Je préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin. Dans un contexte où tous les militants qui défendent la Palestine se font accuser d'antisémitisme à tort et à travers, alors qu'en face on a un gouvernement qui en son sein a un violeur, un harceleur sexuel, comment ne pas lui donner raison en fait. On parle d'un côté d'un artiste qui fait de la musique polémique, et de l'autre côté, un homme qui a littéralement fait du mal à des femmes. Maintenant, je vais passer aux répliques qui ont plus posé problème parce qu'elles sont effectivement rattachées à un imaginaire antisémite et surtout complotiste, mais en même temps, j'aimerais qu'on s'arrête quand même dessus pour aller un peu plus loin que ça. Pour moi, celle qui peut le plus être accusée d'antisémitisme, c'est celle-là. Pour la famille, pour que mes enfants vivent comme des rentiers juifs. Parce que ça participe à l'idée que les juifs sont rentiers, du coup riches, et du coup dans la classe dominante, etc. Clairement, on n'est pas non plus sur une incitation à la haine ou un appel à la violence. Pour le pire qu'il ait fait, c'est vraiment très ok, surtout quand on voit tout ce qu'il y a dans le rap français. Néanmoins, c'est vrai que c'est sur cette base que repose l'antisémitisme. Mais je pense qu'il faut qu'on voit l'origine historique de ce préjugé, parce qu'en fait c'est assez intéressant de voir que ça sort pas non plus de nulle part. Au Moyen-Âge, les Juifs d'Europe sont une minorité religieuse opprimée par l'Église. Du coup, ils se retrouvent exclus des terres, des métiers nobles, des corporations, et se retrouvent cantonnés, entre autres, au métier de la finance, notamment parce que l'Église interdit à ce moment-là aux chrétiens le prêt avec intérêt, et du coup c'est les juifs qui se retrouvent à endosser ce rôle-là. Et c'est ce qui va faire que, encore jusqu'à l'époque moderne, il y a une surreprésentation des juifs dans la finance, dans les métiers de la finance, mais c'est un héritage en fait de cette période historique qui n'a rien à voir avec une nature intrinsèque au judaïsme ou quoi que ce soit. C'est donc sur cette base historique qui a été contrainte en fait par leur stigmatisation que la noblesse féodale et ensuite la bourgeoisie va créer ce mythe antisémite du juif qui serait riche, rentier, attaché à l'argent, etc., etc. Et qui sert en fait à détourner l'attention de l'ensemble de la classe dirigeante. Et ce qui est intéressant justement, c'est que les répliques qu'on va voir maintenant, elles s'attaquent à l'élite en général. Et ce que j'ai envie de souligner là, c'est comment attaquer les élites en général est considéré comme antisémite. Les gros dans l'ombre on complote comme les Bilderberg. Alors le groupe Bilderberg, c'est une conférence de dirigeants politiques et économiques qui vont traiter d'affaires internationales. Et en fait, c'est l'opacité qu'il y a autour de ces réunions, les décisions qui vont être prises, etc., qui entretient l'imaginaire complotiste autour de ça. Mais en soi, il y a
pas de rapport avec les juifs. Et j'ai envie de dire, quoi de plus normal que de se méfier de capitalistes qui prennent des décisions dans leur intérêt, à l'abri du regard de la population. En général, ça ne fait pas bon ménage. Qui lui a vie, fuck un Rothschild, fuck un Rockefeller. Encore une fois, ici, il cite 2 noms de capitalistes très puissants, donc je vais pas lui reprocher de les haïr. Et si la famille Rothschild est effectivement d'origine juive, c'est pas le cas des Rockefeller. Donc, encore une fois, on peut pas dire que c'est particulièrement visé. Quant à qui lui a vie, donc Kilu, c'est le diminutif de Killuminati, donc Kill Illuminati. Évidemment, c'est un jargon complotiste, mais encore une fois, c'est du complotisme qui se méfie en fait des élites et de ce qu'elles peuvent faire en secret, etc. Donc là, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est de montrer comment ce genre de référence complotiste, elle montre surtout la haine en fait de la classe dominante, du fait qu'il n'y a pas de démocratie, qu'elles prennent des décisions dans leur intérêt en niant complètement les besoins de la population. Et dénoncer les capitalistes qui contrôlent le monde, c'est pas antisémite en soi. Le problème, c'est que il y a des gens qui ont l'air de trouver ça intéressant, de donner l'impression que si, il y a un lien entre les élites qui contrôlent le monde et les juifs. Si vous parlez de ça, sûrement que vous voulez parler de ça, en fait. Et en réalité, c'est pas la première fois dans l'histoire que la classe dominante essaye de détourner la haine contre les capitalistes vers une haine des juifs. C'est exactement ce qui s'est passé dans les années 30 avec la montée d'Hitler. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 1917 et en 1918, il y a eu des grandes révolutions dans le monde. En Russie, il y a eu l'établissement de la société soviétique, puis du stalinisme, qui a terrorisé en fait les capitalismes occidentaux. En Allemagne, en 1918, il y a eu une révolution qui a fait que les meilleurs dirigeants communistes ont été assassinés, mais les crises économiques qui se sont succédées ont maintenu en fait une très grande tension entre les classes. La classe ouvrière était encore très puissante, le KPD, le parti communiste allemand, avait beaucoup d'influence dans la classe ouvrière, et à l'inverse, la bourgeoisie était ressortie très affaiblie de la Seconde Guerre mondiale. Du point de vue de la bourgeoisie, bien qu'elle ait réussi à balayer 2 révolutions, la crise de 1929 va menacer d'en engendrer une encore plus incontrôlable, et donc il fallait absolument qu'elle trouve une solution pour sauver le système capitaliste, et c'est comme ça qu'elle va faire appel au grand homme qu'est Hitler, et va soutenir son idéologie qui va s'attaquer aux populations marginalisées, aux groupes minoritaires, qui va diviser la population, etc., pour en fait détruire le mouvement ouvrier. Et notamment en faisant passer la colère contre les élites de la bourgeoisie aux juifs. Et en plus, elle va pouvoir faire d'une pierre deux coups, puisque elle va inquiéter la population de la menace du complot judéo-bolchevique, qui évidemment fait penser à l'actuel islamo-gauchisme. En fait, de la même manière, il s'agit de jeter en pâture une communauté. Aujourd'hui, c'est majoritairement les musulmans, mais donc à cette époque-là, c'était les juifs. Et pour détourner en fait l'attention des actions de la bourgeoisie, et en même temps faire en sorte d'y associer son véritable ennemi, qui est le mouvement ouvrier, donc les bolcheviks à l'époque, aujourd'hui les gauchistes. En Italie et en Espagne, le fascisme et le franquisme vont se développer de la même manière, mais de manière encore plus évidente, puisque va y avoir des mouvements révolutionnaires qui vont éclater, et les bourgeoisies plus démocratiques, on va dire, vont pas réussir à gérer le problème, et vont elles aussi faire appel aux fascistes pour écraser le mouvement ouvrier et sauver le capitalisme. Donc on s'entende, je suis pas en train de dire qu'on est au bord du fascisme parce que Frisk Corleone a été interdit de concert, c'est pas ce que je veux dire. Non pas parce que l'extrême droite actuelle est plus fréquentable qu'Hitler, mais parce que l'équilibre entre les classes est pas du tout le même qu'en 1930. Pour autant, ça n'empêche pas que c'est exactement la même stratégie qui est utilisée aujourd'hui par la classe dominante pour distraire la population. En fait, sous couvert de lutter contre l'antisémitisme, le message que la classe dominante fait passer aux jeunes et aux travailleurs, c'est vous avez pas compris, en fait, quand vous attaquez la classe dominante, quand vous attaquez l'élite, en fait, vous attaquez les juifs. Et c'est bel et bien ce discours, cet amalgame-là, qui est dangereux pour la communauté juive. Et ce discours, il n'est pas propagé par Frisk Corleone ou par obscurs complotistes sur Internet. Il est défendu par la bourgeoisie dans les grands médias, sous le masque de la lutte contre l'antisémitisme. Parce qu'en réalité, la bourgeoisie n'en a absolument rien à faire des communautés opprimées, elle ne fait que les instrumentaliser. Si le nazisme a explosé en Allemagne, c'est pas à cause d'un politicien ou d'un artiste antisémite qui est devenu un petit peu trop populaire. C'est pas comme ça que ça marche. Le nazisme a été financé
et soutenu politiquement par les classes dominantes capitalistes qui voulaient sauver leur système. Il a été soutenu par l'oligarchie financière anglaise et américaine, par des grandes entreprises comme Porsche, Tu sais comme qui on arrive dans les Porsche. BMW, Ford, par des politiciens comme Churchill, etc. Par ailleurs, le double discours de la bourgeoisie sur l'antisémitisme, ça sert aussi à justifier la répression politique. On voit la grande polémique de Fries, elle a éclaté en 2020, et 3 ans plus tard, on voit que le gouvernement arrête à tour de bras des militants qui défendent la Palestine sous couvert de les accuser d'antisémitisme et les fait taire sans autre forme de procès. Maintenant, moi, j'expose tout ça en termes marxistes, mais évidemment, c'est pas comme ça qu'on le retrouve chez Fries. Lui, il donne juste des expressions, des références complotistes qui baignent dans un imaginaire un peu mystique, notamment dans ses premiers albums. Pour autant, il faut quand même noter que chez Fries, on trouve pas non plus des théories complotistes complètement loufoques. En fait, on trouve plutôt soit des vrais complots, comme l'affaire MKUltra, l'affaire Epstein, ce genre de choses, ou des théories qui sont pour le moins pertinentes et compréhensibles. Par exemple, l'idée selon laquelle toute la classe politique serait des pédocriminels, en fait c'est un peu vrai. C'est juste que ça n'a pas la couverture mystique, satanique qu'il y a dans les théories du complot, mais il y a quand même énormément d'affaires d'agressions sexuelles sur des mineurs dans la classe politique. Tout ce qui est relié au complot autour des attentats, les false flag operations, etc., qui sont également en fait justifiés quand on sait que ce sont les États-Unis, par exemple, qui ont financé des groupes terroristes comme les talibans en Afghanistan pour lutter contre les soviétiques, quand on sait qu'ils les ont soutenus politiquement, quand on sait que, évidemment, à chaque fois qu'il y a des attentats terroristes, c'est récupéré par la bourgeoisie, à la fois pour la politique intérieure, pour réprimer, pour diviser la population sur la base du racisme, etc., et à la fois sur la politique extérieure pour justifier ces interventions impérialistes. Donc c'est complètement compréhensible que ça stimule l'imaginaire complotiste. Le problème, c'est que cette confusion qu'il y a dans le complotisme, elle joue exactement le même rôle que l'antisémitisme. En fait, la bourgeoisie a passé des milliards et tout son temps à silencier le marxisme, et ça fait que la colère en fait que les gens y ressentent, elle est toujours là, sauf qu'elle se retrouve sans réponse. Les gens ils se retrouvent sans outils pour analyser correctement le monde et pour le comprendre. Et donc face à un système volontairement opaque, antidémocratique, qui cherche à distraire, à détourner l'attention, à semer la confusion, les réponses que les gens trouvent, c'est ça, c'est le complotisme. Mais en fait, ces théories confuses, elles reflètent l'aliénation des travailleurs au système. Les gens, ils se sentent complètement étrangers au fonctionnement de la société, impuissants face au monde dans lequel ils vivent, et ils se sentent en danger parce que leur destin se joue entre les mains d'hommes qui sont lointains, inatteignables, inconnus, les capitalistes et les politiciens. Alors forcément, ce sentiment, il pousse à imaginer des grands complots mystiques, etc., alors que, en fait, c'est juste le résultat de la société de classe, et plus particulièrement du capitalisme, qui a un mode de production qui dépasse en fait complètement le travailleur individuel. Le problème, c'est que cette colère, quand elle est dirigée vers une cible confuse comme ça, elle est facilement récupérée par l'extrême droite, qui se la joue anti-système, mais qui en réalité ne cherche juste qu'à orienter cette colère vers la division de notre classe, en propageant le racisme, la transphobie, le sexisme, etc. Parce que en réalité, l'extrême droite, c'est juste les plus grands défenseurs du système capitaliste. Concrètement, ça veut dire que quand les complotistes sont attirés par l'extrême droite, ils se retrouvent en fait entre les mains des manipulateurs qu'ils cherchaient à dénoncer avec leurs théories. Et ça peut faire sourire, mais en fait c'est profondément tragique. Et ce phénomène, il est facilité par le fait qu'il n'existe pas de discours alternatif à celui de la classe dominante. Un discours qui s'appuierait sur des bases scientifiques, qui dirait honnêtement, clairement les choses, autrement dit un discours marxiste. La bourgeoisie, elle a réussi à faire disparaître le marxisme du paysage politique, et ça entraîne cette confusion-là. C'est pour ça que c'est si important d'étudier le marxisme et de le défendre absolument dans toutes les analyses politiques. Comme on l'a vu, Fries, il a souvent pris position dans ses textes sur certains sujets, contre les violences sexuelles, contre le racisme, contre les élites en général. Et en même temps, c'est parfois entouré de ce mysticisme, un peu comme il y a dans le tweet qu'il a fait pour annoncer qu'il était interdit de concert, où il parle des pédocriminels satanistes. Et en fait, on retrouve ces deux aspects, la colère contre le système et cette un peu confusion théorique chez beaucoup de ses proches, en fait, autour de lui, qui sont visiblement animés
par cette colère contre le système, mais qui va s'exprimer de manière un peu différente. Par exemple, c'est exactement ce que l'on retrouve dans l'interview du roi Enoch chez CKO, qui a fait un peu polémique là, où il explique qu'en fait, il espère trouver chez Trump, en fait à l'extrême droite, des réponses face à son indignation en fait contre le système, puisque c'est effectivement ce que promet Trump. Et le problème, c'est que du coup, il se retrouve face à un homme de paille qui est la transphobie, parce que du coup, il tient des propos comme ça. Et c'est exactement ce jeu-là, en fait, où il recherche une colère, il recherche une cible à cette colère, et en fait, elle est détournée par la bourgeoisie, qui est Trump. Trump fait partie de la bourgeoisie, il la défend, et essaie de la détourner sur n'importe quel groupe opprimé. A l'inverse, le manager de Freeze, Sean, c'est quelqu'un qui s'est régulièrement engagé contre l'extrême droite, contre le racisme et les manœuvres impérialistes, mais sans avoir une ligne politique non plus très claire. Et si on prend enfin Osiris Jack, c'est le membre du 667, donc le collectif de rappeurs de Freeze Corleone, qui est le plus connu en fait pour être à fond dans le délire complotiste, etc. Et c'est aussi celui en fait qui a le plus tenu des propos ou des répliques qui sont réactionnaires en fait, qui tombent complètement dans ce piège-là. Mais en même temps, on voit bien en fait que à la base, c'est enraciné dans la volonté de dévoiler la réalité en fait sur la société, de révéler les magouilles des élites, etc. Et en fait, ce sur quoi je veux insister, c'est que l'absence d'une perspective de classe, d'une analyse de classe claire, ça laisse la place à cette confusion-là. Pour lutter contre l'antisémitisme et la confusion du complotisme, on peut pas soutenir les tabous, soutenir la censure, et clairement, on peut pas compter sur la classe dirigeante pour protéger des communautés stigmatisées. Au contraire, nous, on doit dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que c'est la bourgeoisie, en tant que classe, indépendamment de ses origines ou de sa religion, qui nous pourrit la vie, qui organise la société selon ses intérêts d'un point de vue politique et économique, qui nous exploite, qui provoque les guerres, qui attise la haine raciale et le sexisme, qui sème la misère et qui détruit l'environnement. Et contre elle, nous devons soutenir l'unité de la classe ouvrière en luttant contre les discriminations au sein de nos rangs, parce qu'il n'y a que l'action collective de la classe ouvrière qui est capable de mettre en danger cette bourgeoisie, comme nous l'ont montré les révolutions du XXe siècle justement, et encore les révolutions actuelles. Maintenant, avant d'en finir avec le complotisme, je voudrais revenir sur une dernière théorie qu'on trouve souvent dans les sons de Freeze, et que je trouve particulièrement intéressante, c'est la fin des temps. La fin des temps approche. Je l'aborde à part parce que c'est une des rares théories qui ne porte pas sur le manque de démocratie, sur les élites, etc., mais qui aborde en fait l'ambiance de la période actuelle. Ce sentiment de fin du monde, il se répand dans la période actuelle et il s'accompagne d'un mysticisme grandissant, et c'est pas pour rien en fait. C'est symptomatique d'un système complètement à bout de souffle. Le capitalisme vit une crise organique, c'est-à-dire qu'il n'est plus capable d'apporter du progrès à la société. Il est complètement dépassé par ses propres moyens de production. Toute avancée technologique ou scientifique se heurte directement à la recherche nécessaire de profit des grandes entreprises mondiales. Les inégalités explosent et les crises économiques ne trouvent plus de solution. Et ça entraîne aussi une hausse des violences, à la fois à cause de la misère et de la compétition, et à la fois à cause de la hausse des conflits internationaux, mais aussi une baisse de la production culturelle et intellectuelle qui a atteint les limites de ce que ce système avait à offrir. Et en parallèle de ça, on traverse une période de hausse de la lutte des classes, avec des vagues de révoltes qui explosent partout dans le monde, comme on en a eu une en 2018-2019, et on en traverse une encore aujourd'hui. Cette période violemment instable où le système est au bord du précipice et on ne sait pas encore s'il va entraîner toute l'humanité avec lui ou si on va réussir à construire une nouvelle société, une société communiste. Cette période spéciale, elle est ressentie par énormément de gens et elle crée cette sensation que ça va être la fin du monde, la fin des temps. Parce qu'effectivement, c'est la fin d'un monde, du capitalisme. Et enfin, je vais revenir sur une dernière chose, parce que je trouve ça quand même incroyable. Comment ça se fait que Freeze ait eu autant de problèmes sans réel fondement, comme on le voit, alors que l'ensemble du rap français est rempli de propos injurieux, haineux, offensants. Si on prend que ça l'exemple, c'est vraiment un challenge de trouver un rappeur qui ne va jamais parler des femmes comme d'objets jetables complètement soumis à leurs désirs. Et l'ironie d'ailleurs, c'est que pour le coup, Freeze ne le fait pas, et c'est un peu pour ça aussi qu'il est connu et apprécié, entre autres. Mais donc quand les autres rappeurs ont de tels propos, qu'est-ce qui se passe ?
concrètement, jamais la justice n'a été aussi dure avec un rappeur pour des propos sexistes. Je me trompe peut-être, mais de tête, je ne vois aucun rappeur qui a été, ou même aucun artiste en fait, en général, qui a été interdit de concert à cause de ça. Et pourtant, le sexisme tue tous les jours. Quand Freeze et son public avec lui vont chanter qu'ils sont qui lui à vie et qu'ils veulent faire tourner l'argent dans leur communauté comme un juif, pour la plupart, si ce n'est tous, en fait, ça n'a pas plus d'implications concrètes que ça. Alors que par contre, quand un rappeur dit qu'il veut baiser une meuf, peu importe qu'elle soit d'accord ou pas, qu'il veut la traiter comme un objet, qu'il veut la violenter, lui et ses fans, quand ils rentrent chez lui le soir, c'est très probable qu'en fait, ils violent et objectisent réellement des femmes, parce que c'est ce que les hommes font tous les jours. Le truc, c'est que les violences sexuelles, on s'en fout. La bourgeoisie n'a pas d'intérêt à les condamner, au contraire, le sexisme, ça sert directement les intérêts du capitalisme. Et ça l'arrange bien de pouvoir aller une fois de temps en temps sur des plateaux télé, venir raconter que quand même, c'est scandaleux ce que ces rappeurs des cités disent dans leur musique, et puis après, ils font rien, et c'est très bien. Pourtant, dans ce cas-là, la violence, elle est bien réelle, elle est directe. Mais en fait, ce que ces rappeurs, ils font, c'est qu'en propageant ces discours sexistes, ils font le travail pour la bourgeoisie sans qu'elle ait à se salir directement les mains. Bertrand Cantat, il a tué une de ses femmes à coups de poing, il en a poussé une autre au suicide, il a été violent avec toutes ses femmes, et pourtant, aujourd'hui, il refait des tournées comme si de rien n'était, sans être inquiété, avec un public qui le soutient et qui ne fait que minimiser ce qu'il a fait. Récemment, il y a un chanteur israélien, Eyal Golan, qui a appelé à éliminer Gaza et à ne pas y laisser âme qui vive, qui a dit que Gaza devait brûler, qui projette souvent pendant ses concerts des visuels à la gloire de l'armée israélienne, et lui, il a pu performer en France sans problème, alors que, encore une fois, on parle d'une violence inouïe et actuelle. Et tout ça, c'est bien normal, parce que les préfets, la justice, ils en ont rien à faire de notre sécurité, y compris de celle des juifs. En fait, ils veulent juste nous diviser, ils veulent criminaliser le soutien à la Palestine, ils veulent criminaliser toutes les luttes anti-impérialistes, et en fait, toutes les formes de contestation. Et c'est tout. D'ailleurs, une autre preuve de l'hypocrisie de l'indignation de la bourgeoisie, c'est la manière dont le label Universal a fait mine de rompre avec Freeze, tout en continuant de toucher de l'argent sur l'album qui faisait polémique. En bref, pour conclure cette vidéo, ce que je veux dire, c'est que les capitalistes, ils sont prêts à tout sacrifier sur l'autel du profit, à tous nous sacrifier sur l'autel du profit, et que l'important, c'est de dévoiler leurs manœuvres, de rester unis et de défendre une analyse de classe. Avant de vraiment terminer, je vais revenir rapidement sur mon retour. Du coup, ceux qui s'en foutent, la vidéo est finie. Mais sinon, pourquoi j'avais arrêté les vidéos, je vais pas trop m'attarder sur cette histoire parce que c'est pas vraiment... j'ai pas vraiment envie de repenser à tout ça. Mais en gros, j'étais dans une organisation qui m'a demandé d'arrêter les vidéos pour pas que ça risque de salir, on va dire, l'image de l'organisation politique. Ce qui me pose pas problème en soi, je trouve ça normal. Mais bref, beaucoup de choses se sont passées depuis. Aujourd'hui, je suis dans une nouvelle organisation qui s'appelle l'Appel communiste. Et j'ai des camarades qui ont essayé de me pousser à reprendre les vidéos. Au début, j'avais pas forcément envie parce que j'avais pas l'énergie, j'avais pas le temps, j'avais plus le matériel non plus, je me suis fait voler mon appareil, bref. Et voilà, j'avais pas trop la tête à ça, mais il se trouve que là, les sujets que j'ai abordés dans cette vidéo, ça fait des mois là qui me trottent dans la tête, qui m'animent et que j'en parle à tout le monde, et du coup, fallait que ça sorte. Et vous allez vous dire, c'est vraiment pas le sujet d'actualité dont il fallait absolument parler, c'est vrai, je suis d'accord avec ça, mais en fait, j'ai pas envie que cette chaîne, ce soit une chaîne de médias d'actualité ou de pure théorie marxiste. Pour ça, on va ouvrir une chaîne YouTube avec l'Appel communiste, une chaîne officielle de l'organisation, et je vous invite à la suivre parce que dessus, on fera des commentaires d'actualité, on parlera vraiment de marxisme, et je pense que je sais pas à quel point sur cette chaîne je vais revenir faire d'autres vidéos après celle-là, mais si j'en refais, j'ai envie que ce soit juste pour faire des sujets comme ça qui me passionnent moi, qui sont des sujets plus personnels, qui n'ont pas forcément de raison d'être là à ce moment-là, à part que c'est le truc qui m'anime en ce moment. Et voilà, et comme ça vous pouvez choisir ce qui vous intéresse le plus. Mais en tout cas, je vous invite vivement à aller voir la chaîne YouTube de l'Appel communiste qu'on va bientôt lancer. À bientôt!